Dans un futur dystopique pas si éloigné de nous, un journaliste d'investigation convie deux personnes, dont vous, à consulter les témoignages et preuves qu'il a collectés. Il enquête sur une étrange série de morts. Toutes sont liées à une technologie révolutionnaire en passe de devenir la norme parmi la population. Mais qui sont réellement les auteurs de ces morts? Bioconservateurs, pirates informatiques? Malveillance de la part des entreprises de la tech? Dysfonctionnement dissimulé? À la fin, vous seul aurez le dernier mot concernant la vérité sur toute cette histoire. Bienvenue dans Magma Bleu, épisode 2, le rendez-vous, prologue. Dehors, un homme attend sous la pluie battante d'un soir d'hiver. Regrettant de ne pas avoir pris son parapluie, il se perd en conjectures au sujet de cette femme qu'il doit rencontrer. Pourquoi n'a-t-elle rien révélé lors de leur conversation téléphonique plus tôt dans l'après-midi? Quelque chose dans la tonalité de sa voix trahissait une intrigue. Un coup d'œil à sa vieille Wafone indique 19h53. À présent, elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Malgré ses efforts, l'homme ne parvient pas à se souvenir de la dernière fois qu'ils se sont vus, même si elle lui affirmait le contraire. Il chasse cette pensée, sachant qu'il obtiendra des réponses bientôt, tout en bougonnant à cause du froid. Soudain, le bruit d'une voiture attire son attention. Il remarque un modèle qui semble dater de la fin des années 90. Cela le surprend car tous ces modèles avaient pourtant été retirés de la circulation après les réformes environnementales. Peut-être une réplique? La voiture s'arrête à son niveau, et alors que la vitre s'abaisse lentement, il découvre enfin le visage de son interlocutrice mystère. Bonsoir. Je ne vous ai pas fait trop attendre, j'espère. Non, ça va. Allez-y, montez. L'homme ouvre la porte qui grince d'une manière lui rappelant le son des vieux véhicules et s'installe sur le siège passager. La porte se referme derrière lui avec le même écho métallique. En y repensant, il se dit que ce modèle n'est peut-être pas une reproduction. Excusez l'état de ma voiture, c'était celle de mon père. J'ai dû investir pas mal d'argent pour la convertir au biocarburant et à la conduite autonome. Mais c'est au détriment de son entretien basique. Quel temps, hein? Enfin bon, du crachat en continu. Rien de très surprenant pour un mois de décembre. Observant son interlocutrice avec une certaine méfiance, l'homme remarque que cela ne semble pas ralentir son flot de paroles. Elle lui tend alors la main en signe de salutation. Ah, et désolé pour l'oubli. Jeanne Le Bailleul, journaliste pour West Europe. Vous ne devriez pas avoir à vous présenter si nous nous sommes déjà rencontrés. Vous avez raison. J'ai dû ruser un peu pour m'assurer que vous viendriez ici. Mais rassurez-vous, je ne vous ai pas fait venir pour rien. Il s'agit là d'un sujet de la plus haute importance qui pourrait faire énormément de bruit. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai donné rendez-vous dans cette zone industrielle. C'est plus facile pour braver le couvre-feu. Et je sais qu'ici au moins, nous sommes un peu plus à l'abri des regards. Continuez. Attachez votre ceinture, éteignez votre Wafone, et je vous explique tout en route. Je vous reconduirai après. Sa curiosité étant piquée au vif, l'homme éteint sa Wafone et boucle sa ceinture. La voiture se remet alors en mouvement. Et où allons-nous exactement? Nous avons rendez-vous avec Michael Cefangelo, l'enquêteur et journaliste du monde de la tech. L'auteur du site Magma Bleu? Oui, il m'a contacté pour une découverte majeure, et il m'a surtout demandé d'être prudente et de vous inviter. Et c'est vrai ce qui se dit sur lui, qu'il aurait collaboré avec Wikileaks? Très brièvement en fait, juste avant que Assange ne dissolve l'organisation contre sa liberté. Ceci étant, je ne vois toujours pas ce que je fais ici. Vous n'en avez pas besoin. Michael sait reconnaître les compétences. Faites-lui seulement confiance. L'homme, bien que flatté, reste confus et perplexe. Il faut sérieusement que je songe à changer mes essuie-glaces. Il n'arrête pas de grincer à chaque passage. Bon. Où est-ce qu'on se trouve? Jeanne semble être une personne facilement gênée par le silence. C'est pourtant tellement reposant. Quand on ne supporte pas le silence, souvent c'est que l'on n'est pas en phase avec soi-même. Jeanne est une femme qui approche la quarantaine. Tandis qu'il semble que ce soit une personne attachant une certaine importance à son physique et à la quantité de maquillage qu'elle met,
On sent le caractère bien trempé et dynamique qui se dégage d'elle. La voiture pénètre finalement en zone urbaine, traversant une petite ville au nord de Rennes. Les lumières festives de Noël contrastent avec la morosité de cette soirée d'hiver. Encore une année sans neige. Voilà plus de 10 ans qu'aucun flocon n'est tombé sur les territoires de l'ancienne France, en dehors de quelques pics montagneux. Étrangement, cela semble coïncider avec l'année où les élections présidentielles ont été suspendues et l'état d'urgence déclaré de manière permanente. Simple coïncidence, évidemment, mais certains aiment associer naïvement ce type de signe avec la crise que traversent ceux qui restent du pays. Jeanne semble chercher son chemin. Vous trouvez? Je crois bien que c'est par là. La ville semble sans vie, comme si toute activité humaine avait cessé. Le croisement de la pluie avec les rayons de lumière des lampadaires LED crée une ambiance faussement romantique. Ce pourrait être le cas si le décor s'y prêtait. Au lieu de ça, on distingue des bâtiments délabrés. Un peu plus loin, la mairie recouverte de tags, une poubelle communale qui déborde de déchets, et l'invasion d'amarantes sur les espaces verts et les abords d'un parking. Rien de très romantique en fait. Voilà plusieurs années, les hasards de la nature ont permis à une variété d'amarantes de se croiser toutes seules aux OGM d'un champ. Celle-ci a alors gagné la résistance de la culture du dit champ. Puis, un petit malin a importé ses graines d'amarante des anciens USA pour emmerder les paysans pro-OGM. Dès lors, la prolifération de cette plante est devenue inarrêtable. Incroyablement résiliente, cette amarante résiste à peu près à tout, sauf au feu. L'ironie de la situation ne vous aura pas échappé. Ceux qui pensaient maîtriser la nature se sont retrouvés pris au piège. En fin de compte, les producteurs n'ont désormais plus de raison d'inonder leur culture de produits toxiques et de planter des OGM qui y soient résistants, car ces derniers sont devenus tout bonnement inutiles à cause de cette plante. Regardez, c'est là, le bâtiment sur la gauche avec les fenêtres allumées au rez-de-chaussée. Jeanne se gare sur un parking de gravillon, depuis lequel on peut apercevoir le clocher de l'église au travers du crachin. Ils claquent leurs portières respectives, émettant ce grincement si caractéristique. Aucun drone de surveillance en vue. Ils peuvent donc commencer leur marche en direction des bureaux de Magma Bleu, situés quelques dizaines de mètres plus loin. Le bâtiment n'est plus tout jeune mais semble avoir été rénové récemment. Il détonne d'ailleurs dans ce paysage, contrastant avec les petits immeubles voisins dont les peintures portent les marques du temps. De toute évidence, il devait s'agir d'un ancien commerce, en témoigne la baie vitrée si atypique, et la moulure en béton de ce qui était autrefois une enseigne. Malgré la rénovation, on devine toujours le relief des lettres TOB, qui semble avoir mieux résisté que le reste de l'enseigne. Jeanne précède l'homme et ouvre la porte menant aux locaux de Magma Bleu. Leur entrée est signalée par le tintement d'une clochette, rappelant les vieux bistrots d'antan. La pièce n'est pas très grande. Un comptoir surplombé d'un terminal holographique semble faire office d'accueil, tandis qu'un large bureau s'étend à côté de la baie vitrée sur la droite. Derrière celui-ci, recouvert d'un foutoir peu ordinaire, une immense étagère au casse carré est surchargée de dossiers et de livres. C'en est à tel point que la dite étagère inspirerait presque de la crainte aux visiteurs. Il y aurait de quoi se demander comment elle résiste au poids de son contenu. Des voix s'élèvent d'une pièce voisine, dont un rideau fait office de séparation avec le comptoir de l'accueil et le bureau. Deux hommes en sortent. Le premier, au visage asiatique et paraissant être dans la trentaine, les salue d'un bonne soirée chaleureux, tout en se dirigeant vers l'extérieur, des documents à la main. « Bonne soirée, Hugues !» lui répond l'autre homme en fermant la porte derrière lui. Il se tourne alors vers les deux visiteurs, affichant un large sourire marqué par la fatigue. Approchant la cinquantaine, il possède des cheveux châtains très courts, parsemés de nombreux cheveux blancs, et une barbe conséquente à l'absence de rasage depuis plusieurs semaines. Cependant, ses yeux brillent d'une étincelle espiègle. Il change sa canne de côté pour saluer Jeanne et l'homme en leur serrant la main. « Bonsoir, heureux de vous voir. Jeanne fantastique. Vous avez su venir accompagner comme je vous l'avais demandé. Merci. » Michael Sefangelo, je suppose? Tout à fait.
Mais l'homme qui vient de sortir, sa tête me dit quelque chose. Observatrice. Il s'agit de Hugues de la Ronde. Le leader d'Orab? L'évocation d'Orab, l'ordre rénové de l'Aube Blanche, un groupe de bioconservateurs aux méthodes extrêmes, éveille aussitôt une tension palpable dans l'air. Nous aurons peut-être le temps d'en discuter plus tard. Avant de poursuivre, installons-nous au calme et surtout à l'abri des regards indiscrets. Vos wafons sont bien éteintes? Oui, j'y ai veillé avant notre arrivée. Parfait. Prenez une chaise et installez-vous, je vous en prie. Michael active une bouilloire électrique, placée près de la baie vitrée. Surprenant ses interlocuteurs, il ferme manuellement les volets avec une manivelle, plutôt que d'utiliser un détecteur automatique. Un féru de high-tech comme vous semble s'enquiquiner de bien peu de technologie, je trouve. Vous avez raison. J'aime la technologie. Mais c'est parce que je la connais que je m'en méfie. Un domicile connecté, ça se pirate facilement. Un vieux volet roulant, ça se fracture. Et c'est beaucoup moins discret, aussi y réfléchit-on à deux fois. Il est vrai qu'avec le temps, les gens ont appris à faire plutôt confiance à la technologie. Sans doute un peu trop. Et finalement, ce qui passe pour de la paranoïa est peut-être bien du bon sens. Michael se dirige ensuite vers la pièce adjacente, tout en continuant à s'adresser à eux, élevant la voix pour s'assurer qu'ils l'entendent bien. Rien n'est plus vulnérable que le numérique, surtout quand il est connecté, donc accessible à distance. Vous me direz, les agences fédérales de l'Union nord-américaine se fichent pas mal de vos photos de vacances. Mais je préférerais éviter que des entités comme Gamma soient au courant de mes activités actuelles. Vous prendrez du thé? Jeanne et l'autre invité acceptent, pendant que Michael revient avec une boîte de thé et 3 tasses qu'il dispose devant eux. Servez-vous, allez-y. La bouilloire y met un clic significatif, indiquant qu'elle a terminé son job. Michael la récupère calmement et commence à les servir en eau chaude. Chacun fait infuser son sachet de thé, pendant que Michael se tourne vers son étagère et décale une pile de livres. Derrière, il saisit une flasque d'alcool et verse à 2 reprises le contenu d'un bouchon dans sa tasse. Une odeur de calvados se met alors à embaumer la pièce. Il range sa flasque, replace sa pile de livres, prend place à son bureau et agite doucement sa cuillère dans un mug marqué par le temps ou par des lavages trop espacés. Soudain, son visage prend une expression beaucoup plus grave. Bon, entrons dans le vif du sujet. Si je vous ai fait venir ce soir, c'est parce que je suis sur quelque chose de colossal. Probablement le plus gros scandale de l'histoire de la haute technologie. Les révélations de Snowden de 2013 et le scandale des vaccins immunosuppresseurs de 2026, à côté, ce sont des histoires de gosses. D'un tiroir de son bureau, il sort une épaisse chemise noire et bleue sans inscription, mais visiblement bien remplie. Vous connaissez la multinationale Gamma. La question est manifestement rhétorique étant donné qu'il s'agit du plus imposant groupe industriel associé aux nouvelles technologies. Les 2 invités répondent d'un oui synchronisé teinté d'interrogation. Je vais tout de même vous faire un petit topo pour planter le décor. Gamma, à l'origine, c'était un consortium économique composé de plusieurs géants de la tech de renommée mondiale. Ils ont fusionné il y a environ une dizaine d'années, provoquant une restructuration massive. Les services en doublon ont alors été fusionnés, une vraie prouesse d'ingénierie de ressources humaines. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la fusion des services de recherche et développement et même de certains projets. Depuis, Gamma a développé une technologie actuellement en phase de test et qui approche la commercialisation, les Gammascopes. Ça vous dit quelque chose? Jeanne prend la parole. J'en ai un peu entendu parler. Il s'agit d'un vieux projet de Gamma remis au goût du jour, un outil de réalité mixte particulièrement avancé. Il aurait aussi la capacité dans l'une de ses versions de permettre aux aveugles de recouvrer la vue. C'est bien ça? C'est bien ça. En apparence en tout cas. Car il y a anguille sous roche. À ce niveau, on pourrait même parler de baleine sous gravillon. Michael esquisse un sourire à la suite de son trait d'humour, puis se tourne vers l'autre moitié de ce binôme de circonstances. Et vous? Que savez-vous de cet appareil? Je sais qu'ils ont combiné un grand nombre de technos mis au point ces 30 dernières années. À court terme, ça pourrait potentiellement remplacer tous les périphériques mobiles et fixes en un seul. Exact. Et on doit absolument empêcher sa mise sur le marché.
Pardon? Non pas que je remette en doute ce que vous avez à nous dire, mais Gamma, c'est un peu plus gros que le Politica véreux du coin. Oui, mais laissez-moi vous expliquer sans m'interrompre, et si je ne me suis pas trompé, d'ici la fin de cette soirée, vous rejoindrez mon point de vue. Michael prend quelques gorgées de son thé amélioré, après avoir doucement soufflé dessus. Il ouvre ensuite sa chemise, et parmi les nombreux documents qu'elle renferme, extrait une grande feuille qu'il déploie. Voici un plan détaillé des Gammascopes. Ce document est une copie de celui fourni avec le kit de développement. Comme vous pouvez le constater, Gamma est parvenu à condenser et miniaturiser la technologie grâce à la nanotechnologie. Dans un premier temps, je vais vous détailler son fonctionnement officiel, dit Michael en faisant un signe de guillemets avec ses doigts. Ensuite, je vais vous faire écouter plusieurs témoignages que j'ai recueillis au sujet d'une série de morts étranges qui sont vraisemblablement liées de près ou de loin à cet appareil. Gardez bien en tête que toute vérité peut en cacher une autre. Tous deux écoutent attentivement, tout en savourant leur thé, se remémorant l'instruction de Michael de ne surtout pas l'interrompre. Les Gammascopes ont la forme d'un diadème assez fin. Elles contiennent pourtant la puissance que vous retrouverez dans les meilleurs ordinateurs du marché. Utilisant un cloud dédié et sécurisé grâce à une blockchain, elles rendent obsolète une grande majorité des périphériques. Absolument tout ce que vous faisiez avec un ordinateur, votre smartphone, votre casque de réalité mixte, peut être fait grâce aux Gammascopes. La microcaméra frontale capture photos et vidéos. Des capteurs cérébraux traduisent vos intentions en action, ce qui permet à l'appareil d'être entièrement contrôlé par commande synaptique et mouvement des mains. Les électrodes situées au niveau des tempes stimulent les nerfs optiques afin de, Michael mime à nouveau des guillemets avec ses doigts, bénéficier de la réalité mixte. Le son est transmis par conduction osseuse via les excroissances derrière les oreilles. Concernant les non-voyants, une nanopuce leur est greffée au nerf optique afin de percevoir une image complète et de haute qualité de leur environnement, en plus de la réalité mixte. La nanopuce en question est installée au moyen d'une grosse aiguille qui passe par l'intérieur de l'oreille. Enfin, l'appareil est doté d'une IA qui apprend et anticipe vos actions au fil du temps. Jusqu'à présent, tout semble cohérent dans les explications. Chacun se questionne intérieurement sur la direction que prendra le raisonnement de Michael. Malgré son côté très intrusif, l'appareil a été très bien accueilli au CES 2034 à Vegas. Je vous parlais tout à l'heure d'une série de morts. Après des mois d'enquête sur une série de décès liés à son utilisation, je suspecte l'implication de personnes très haut placées. Toutes les preuves, y compris des témoignages et rapports d'autopsie, sont compilés dans cette épaisse chemise. Mais avant la dernière étape de mon investigation, j'ai besoin d'avis extérieur. La personne qui mettra le coup de pied dans la fourmilière, moi, en l'occurrence, joue gros. J'ai donc pas le droit à l'erreur. Je vais donc vous faire prendre connaissance d'un certain nombre de témoignages pour avoir votre avis. J'espère que vous n'avez rien prévu ce soir car la nuit va être longue. Maintenant que nous sommes là, de toute façon... Michael extrait de sa pochette une vieille clé USB, une technologie à présent tombée en désuétude. Michael retire également de son bureau un vieux netbook digne d'une pièce de musée et le met sous tension. Votre méfiance envers la technologie n'est-elle pas un peu excessive? Afin de préserver la discrétion des documents, je les ai conservés uniquement sur des supports déconnectés. Ainsi, en cas de piratage, mes données restent introuvables. Ce vieux PC sous Linux suffisait pour compiler ce dossier. Linux n'est pas devenu illégal du fait de l'anonymat de ses utilisateurs? Pas tout à fait. Seules les versions qui ont intégré des traceurs sont légales. Bien sûr, ce n'est pas l'une d'elles qui est installée sur ce vieux coucou. Jeanne demeure perplexe que Michael leur dévoile toutes ces informations, sans se poser de questions. Michael, bien que nous nous connaissions, je trouve que votre confiance est démesurée. Ne soyez pas crédule, Jeanne. Si je vous dévoile cela, c'est que des mesures de sécurité sont en place au cas où il m'arriverait... quelque chose. Votre perspective extérieure est cruciale pour valider mes conclusions et éviter tout biais de confirmation. Après votre analyse, je vous partagerai mes propres déductions. Netbook lancé, clé USB branchée, Michael s'apprête à ouvrir ce qui semble être un fichier audio. Parfait, nous pouvons débuter. Le fichier audio se lance. C'est alors que la voix monotone d'un jeune homme, digne d'une synthèse vocale, résonne à travers les haut-parleurs du vieil ordinateur, dans un son légèrement étouffé.
La suite dans Magma Bleu, épisode 3. Premier témoignage. Un fantôme dans le métaverse.